Vous voilà dans la deuxième partie de l'épisode 5 des hors-séries de Artaker, un podcast informel tenu par deux conservatrices restauratrices du patrimoine où l'on partage chacune notre tour un moment d'anthologie de la sauvegarde du patrimoine. Moi c'est Siggy et ma comparse, Perrine. Dans la première partie, Perrine nous parlait de mystérieuses figurines en ivoire enterrées dans le sable d'une île glacée depuis le XIIe siècle. Le lien vers cette première partie est disponible en description de cet épisode. Et tout de suite, nous abordons la deuxième partie où je vais vous parler du Titanic et plus précisément des raisons obscures qui ont réellement causé le naufrage et dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Sur ce, bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet qui va être lié à ma dernière vidéo sur la chaîne L'Opératorium, où j'ai parlé de l'art et du patrimoine dans le film Titanic. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que c'est un monument historique, un événement qui fait partie de ces sujets qu'on croit connaître, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais qu'en fait cette popularité vient avec pas mal de biais et d'idées préconçues, qu'on glane ici et là dans les médias, mais sans qu'on ait vraiment donc le cœur du sujet. Parce que j'échappe absolument pas à ce phénomène. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de reprendre un petit peu les bases du Titanic. Par contre, comme il y a plein de façons d'aborder le sujet, je vais baliser le sujet aujourd'hui en me concentrant surtout sur la partie métal, donc en fait surtout sur la structure du Titanic, et ses propriétaires, et la responsabilité qu'ont ses propriétaires, tant du vivant du Titanic, si j'ose dire, que du temps de l'épave, donc les propriétaires actuels de l'épave, et leur responsabilité s'il en est. Voilà, parce qu'on entend beaucoup parler du film, mais autour du film, enfin derrière le film, il y a une vraie épave, avec un événement qui a marqué le début du XXe siècle. Bah, c'est sûr que, en fait, quand tu dis le Titanic je connais, c'est parce que tu connais le phénomène quand il a coulé, mais après tu te poses pas la question genre qu'est-ce qu'on en fait maintenant, enfin au moins moi je l'ai pas fait donc peut-être que t'es plus intelligente que moi, mais n'importe quoi qu'est-ce que tu racontes. Mais en tout cas c'est vrai que en fait malgré le fait qu'il le montre dans le film, il montre l'épave dans le fameux film de James je sais pas qui là, Cameron. Tu n'y penses pas. Mais non, parce que tout le monde a les yeux rivés sur Léo, quoi. Tout simplement. Ouais. Mais pas les bas. Vas-y, raconte-moi si je suis... Donc, déjà, qu'est-ce que c'est pour toi le Titanic, en fait? À part donc un naufrage. Et est-ce que tu saurais déjà d'où il vient? Qu'est-ce que... T'as une petite idée ou pas? En fait, moi, je me rappelle dès que j'étais petite, j'étais là, c'est trop dommage, c'était son premier voyage, tu vois, genre, des trucs comme ça. C'est pas mal de savoir ça quand même, tu vois, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui oublient que c'était l'inauguration. Ah oui, tu penses? Enfin, moi, je sais pas, c'est marrant. Ouais, tu vois, moi, je me suis toujours dit, c'était le premier voyage. C'est intéressant. Alors moi, j'y aurais pas pensé, tu vois. T'es plus intelligente que moi. Donc, le nom complet du paquebot, déjà, c'est pas le Titanic. Oh What? C'est le RMS Titanic pour RMS pour Royal Mail Steamship ou Steamer. Donc c'est un acronyme qui est accolé depuis 1850 au nom de navires de compagnies privées qui transportent le courrier de la poste britannique, donc nationale, à l'étranger. Pour comparaison, lorsqu'un navire à vapeur voyage sans courrier, on l'appelle SS, ce qui signifie... SS, genre SS Gestapo? Ça signifie steamship. D'accord, pardon. Donc le Titanic est aussi un paquebot transatlantique, et ça veut dire qu'il va faire la traversée régulière entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Alors qui sont ses propriétaires de l'époque, puisque c'est l'angle que je prends pour ce sujet? Bien, le Titanic appartient à la White Star Line, c'est une des plus grandes compagnies maritimes britanniques du 19e au 20e siècle. Et la White Star Line est copropriétaire du Titanic avec son investisseur et président, Mr. Bruce Ismay, qu'on voit dans le film.
dont Rose se moque. Il fait partie, le Titanic, de la classe olympique de la White Star Line, qui regroupe 3 paquebots de prestige transatlantique, dont fait partie le Titanic, mais aussi l'Olympic et le Britannic. Chacun leur tour, ils obtiennent le titre du plus gros paquebot du monde, soit par la longueur, soit par le poids en tonnes, et ils proposent un luxe inégalé pour leur temps. Je voulais faire passer l'idée de grande taille. La taille signifie la stabilité, le luxe, et par-dessus tout la force. Vous connaissez le docteur Freud, monsieur Ismay? Cette classe olympique, c'est le nec plus ultra de ce qui se fait à l'époque, ce qui est pas du tout anecdotique, parce qu'on est en 1912, au lendemain d'une période de reconstruction, puisque la fin du 19e siècle a été marquée par la guerre de sécession aux États-Unis, qui se termine en 1865, et par la guerre franco-prussienne en Europe, dont la fin se situe vers 1870. On est en temps de paix et d'accélération économique, qui est marquée par une course au gigantisme et à la vitesse. Et sur le plan maritime, c'est une guerre froide entre le Royaume-Uni et les Allemands, qui tentent de se surpasser en lançant des joujous toujours plus impressionnants à l'eau. Joujous qui seront pour la plupart recyclés pour des touchés coulés dans les 2 guerres mondiales qui sont sur le point d'éclater. La première 14-18, seulement 2 ans après le lancement du Titanic, et la seconde 1939 à 45. J'allais justement poser la question, j'allais la réserver pour la fin, mais du coup c'est bien que tu le mentionnes tout de suite. Donc ces paquebots, ces grands paquebots qui ont été créés à cette époque ont été recyclés en fait. C'est ça. Ouais, parce qu'on est dans une période de luxe, etc., mais qui est quelque part contre-intuitive en fait. On sort complètement de cette époque impériale, royale, ça a plus lieu d'être en fait ces choses-là, et c'est réquisitionné pour le monde de demain. Et dans le film de James Cameron, d'ailleurs, il y a plusieurs de ces bateaux, de ces grands jouets qui sont mentionnés, notamment ceux du grand concurrent, la Cunard. Ils sont mentionnés par Rose, il me semble. Il n'a pas l'air plus grand que le Mauretania? Vous pouvez être blasé par beaucoup de choses, Rose, mais pas par le Titanic. Il est 30 mètres plus long que le Mauretania. Alors, quelles sont les performances du Titanic qui ont contribué à sa gloire? Parce que donc à l'époque, le Titanic était extrêmement célèbre, bien avant de couler. Déjà, dans les performances, c'est qu'il est très luxueux. La 3e classe est quasiment aussi confortable que la seconde. On nous dit pas la gueule de la seconde classe. Non, en vrai, apparemment, la 3e était vraiment bien. Il y avait des cabines de 4 couchages, ce qui était très privé. Normalement, il y avait des dortoirs géants pour la 3e. Ils avaient des salles conviviales prévues pour eux, qu'on voit dans le film, où ils dansent, où ils peuvent faire, passer des moments. Et le paquebot est aussi muni d'une piscine, d'un fumoir de style géorgien, d'un café-véranda avec des palmiers, de bains turcs, d'un gymnase et de ponts-promenades privés. Mais surtout parlons donc de performances techniques. Le Titanic était pourvu de 16 compartiments étanches le long de la coque, pour protéger le navire justement donc en cas d'inondation, pas ce type d'inondation, pour créer des zones tampons, donc des poches de rétention, ce qui était très innovant et vaudra au Titanic d'être qualifié d'insubmersible, et d'être très médiatisé, donc comme le navire le plus sûr de son temps. Donc on est dans une période de surconfiance, et le Titanic représente un peu cette surconfiance en l'innovation, l'intelligence humaine, le futur. De très grandes fortunes voyagent à bord, qui sont autant attirées par le confort que par cette réputation un peu tape à l'œil. Si on veut faire un parallèle, je dirais qu'on pourrait le comparer avec un jet privé, même si, vu que la somme que représente une telle prouesse technique, faut le rentabiliser. Donc le Titanic n'est absolument pas privé, il est surtout blindé de migrants européens prêts à tenter leur chance aux États-Unis. Donc t'as un petit peu la vitrine et puis tout ce qui se passe à l'intérieur, puisque c'est un transatlantique, donc il est censé justement faire le pont, quoi. Donc c'était pas réservé aux personnes aisées. Oui, c'est une société privée qui du coup est tenue par des grands en fait, l'élite qui construit un bateau d'élite luxueux, mais derrière en fait faut financer tout ça, donc on le remplit quoi, avec la masse humaine quoi. Il y a pas assez de d'élite pour y voyager. Donc il y a déjà une contradiction là en fait. Et donc derrière ce beau mirage, comme bien souvent, il y a pas mal d'embrouilles, puisqu'en réalité la White Star Line perd beaucoup d'argent sur la construction et va décider de raccourcir les délais du chantier, au détriment, on s'en doute, de la sécurité. Tout ça, on le sait pas trop en général quand on pense au Titanic, puisque c'est l'insubmersible. Donc, ils vont justement raccourcir tout ça pour arrêter les frais et envoyer le paquebot le plus vite à l'eau.
Et d'ailleurs, le paquebot avait une capacité prévue de 3500 personnes, et au final, il sera rempli que de, entre guillemets, 2200 personnes. Donc quasiment moins de 1000 personnes, donc c'est un navire qui voyage à perte déjà. Un petit peu une catastrophe. Et la White Star Line était déjà bien mal en point, parce qu'ils enchaînaient les naufrages. Depuis, je crois, 1880, ils en étaient à leur 6e naufrage, si je dis pas de bêtises. Donc ils avaient déjà une très mauvaise réputation, qu'ils essayaient donc de sauver en sauvant les meubles. Mais ils continuent un peu à se mettre dans la sauce, quoi. Voilà. Donc le Titanic quitte le chantier naval de Belfast, au nord de l'Irlande, d'où tous les immigrés irlandais qu'il y avait à bord, dont Jack Dawson, bien sûr. Il y avait un vrai J. Dawson, d'ailleurs. Et donc il quitte ce chantier naval de Belfast pour rejoindre son point de départ officiel, le port de Southampton, au sud de l'Angleterre. Il est lancé le 10 avril 1912 sous les acclamations du public pour un voyage estimé à 5 jours jusqu'à New York City, aux États-Unis. Sauf que 4 jours plus tard, il entre en collision avec un iceberg à 23h40 et après presque 3 heures d'une longue descente, il sombre complètement à 2h20 du matin. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. J'ai la gorge qui se serre, non mais c'est ridicule, pardon. Non, c'est pas ridicule, mais ça me fait vraiment mal. En fait, j'ai fait la vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, j'ai enchaîné les blagues, mais je tiens à le préciser, je fais partie de ces gens qui rient mais c'est pas drôle du tout. Bref, rigolez avec nous. Ce podcast est amusant. Ouais. Donc oui. Donc il sombre à 2h20 du matin, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, au large de Terre-Neuve, soit à quelques heures seulement de l'arrivée. Ça rajoute au drame, voilà. Donc on le connaît mieux pour le naufrage, le Titanic, qui est donc d'autant plus marquant qu'il était proche de l'arrivée, que c'était son tout premier voyage, et surtout que c'était un bateau tout neuf, avec une mythologie autour de sa modernité, une mythologie qui était loin d'être un pavé dans la mare, puisque de l'Europe aux États-Unis, tout le monde avait entendu parler du Titanic. Ce sont près de 1500 personnes qui meurent lors de la traversée, principalement des migrants, qui avaient placé toute leur confiance, leur vie future, donc dans ce paquebot de rêve, qui se transforme en cauchemar. Moi je trouve que c'est une trahison de lèse-majesté que représente le Titanic, qui par prétention humaine et égo d'un petit nombre a coûté la vie à de nombreuses personnes. C'est un peu comme si on apprenait que les stades prévus pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024 étaient construits par des travailleurs sans papier. Ça fera un petit peu tâche, quoi. Tu imagines le scandale. Boum. Quelles sont les raisons du drame ? Donc j'ai parlé des fameux ponts promenades. Eh bien, pour faire des économies et pour rendre la promenade encore plus luxueuse, plus agréable, les constructeurs ont décidé de réduire la quantité de canaux d'un rang complet. Donc il restait au total 20 canaux de sauvetage, une capacité de 1178 places, alors que le Titanic avait une capacité de 3320 personnes. Ça veut dire qu'il y avait seulement un tiers de places prévues pour sauver les personnes à bord du Titanic, théorie. Est-ce que ça c'était juste un choix esthétique ou c'était aussi financier ? C'était les deux, ouais, c'est ça. Pour faire des économies, voilà, tout était un petit peu autour d'argent, toujours. Pour le luxe, on réduit les coûts. Voilà, donc t'imagines, un tiers de personnes seulement auraient pu être sauvées en théorie. J'ai envie de dire, heureusement, le Titanic était pas complètement rempli, mais en réalité, bon, ça suffit à commettre un très de gros dégâts, puisque seulement 705 personnes monteront à bord des canaux, ce qui signifie qu'au moins 473 personnes auraient pu avoir une place. Presque 500 personnes pouvaient donc survivre, mais ont perdu la vie. Il y avait un exercice d'évacuation d'urgence qui était prévu le jour du naufrage, mais il a été remplacé par un office de messe. Autant dire que les personnes à bord n'avaient aucune idée de la procédure à suivre, pardon. Oui, parce les que, deux fonctionnent. pardon, il faisait ça tous les jours ou c'était juste le 4e jour on se dit, c'est ça. Il y avait 5 jours en tout et on se dit le 4e on va faire un exercice d'évacuation d'urgence. Bah oui, au bout de 4 jours bien sûr, tu vois. Et le jour du naufrage est remplacé par un office de messe, bah évidemment, puisque à quoi ça sert ? C'est l'insubmersible. Et autant dire que les personnes à bord, à l'époque, on est en 1912, ont aucune idée de à quoi ressemble ce type de procédure. Il y a eu de la cohue qui a fait perdre beaucoup de temps pour remplir les canaux en moins de 3 heures, sachant que le premier canot est parti seulement au bout d'1 heure. Donc on imagine qu'avec un exercice d'évacuation, peut-être que dans la première demi-heure, il y en aurait déjà eu à l'eau. Enfin, voilà. Et les canaux étaient très très peu remplis, ce qui explique qu'il y a eu autant de personnes qui ne soient pas montées, car le personnel faisait descendre trop vite les canaux, dans la panique. Donc au bout d'1 heure, ils se décident enfin à en descendre un, mais ils les remplissent à peine, ça part trop vite, etc.
Et aussi parce qu'en fait, les gens ne montaient pas à bord des canots, ils voulaient pas, parce que pour eux, c'était beaucoup plus sécure de rester dans l'insubmersible. Qui a envie d'aller dans une nuit glacée dans un canot au milieu d'iceberg, alors tu sais pas nager, il fait froid, il fait noir, non, ça donne pas envie, c'est sûr. L'idée de se mettre sur un bateau quand tu sais pas nager... Ah bah ouais, mais c'est l'insubmersible, voilà. Donc, je pense que les bouées étaient plus safe, finalement les gilets de sauvetage étaient plus safe niveau technologique que ce bateau. Non mais en plus, vu la température de la mer, même si tu sais nager... Ouais, bah ça sert à rien. C'est ce qu'ils disent, c'est qu'en fait les gens... Donc voilà, contrairement à ce qu'on voit dans le film Titanic, les seuls survivants sont ceux qui étaient à bord donc, des canots de sauvetage, hein, ce sont les seuls qui ont survécu, les 705, qui ont été récupérés par le navire le Carpathia, qui arrive seulement à 4h du matin, après avoir reçu les SOS. Donc ce sont environ 1500 personnes qui décèdent dans les eaux glacées par hypothermie. Il n'y a pas de Jack et Rose sur une planche, désolée de casser le mythe. Quelque part, c'est entre guillemets une bonne nouvelle malgré le traumatisme, c'est qu'au bout d'une heure, il n'y avait plus personne. Voilà, je vais m'arrêter là sur les... Ouais. J'ai plombé l'ambiance. Désolé. Quand même, dans tout ce malheur, il y a 2 commissions d'enquête qui vont suivre le naufrage, ce qui va entraîner une prise de conscience générale et le renforcement de mesures de sécurité à bord des navires. Forcément, on est sur des nouvelles technologies, il fallait commencer quelque part, et c'est seulement à partir de cette date que vont se créer des régulations suite à ce naufrage. J'ai une autre question au sujet de la White Star. Ouais. Est-ce qu'ils ont fait voyager leurs autres paquebots après le Titanic ? Oui, j'en parlerai plus en détail après. Okay. Ça a continué, mais tu peux imaginer la mauvaise presse qu'ils ont eue, quoi. Déjà qu'ils en étaient à, genre 6 naufrages, en même pas 30 ans. En plus du Titanic après. Ils ont pris très très cher. Mais j'ai envie de dire, tu vas voir qu'ils avaient de grosses responsabilités. Oui, bien sûr. Non, mais attends. Non, je me doute les que... pauvres, mais... je me doute. Bah, c'est pas drôle pour tout le personnel, c'est sûr, dans ce cas-là, on parle. Alors, il y a une grande question qui est souvent posée, justement, pour accuser, pour faire porter le chapeau à la White Star, c'est est-ce que le Titanic allait trop vite ? J'entends la technique. Et notamment, il y a une légende urbaine ou pas qui dirait que Mr. Bruce Ismay, qui survivra d'ailleurs, qui sera appelé par tous les journaux Monsieur Brute Ismay, parce qu'il va monter dans un canot. On le voit dans le film Le Titanic, il monte dans un canot, et d'ailleurs dans une des scènes supprimées, il y a tout le monde qui le regarde à l'arrivée parce qu'il a pris la place de quelqu'un. Rétablissons quand même la vérité, il a aidé à mettre tout le monde dans les canots. Il a fini par monter dedans parce qu'il y avait personne, apparemment, qui montait dedans, et on peut y croire, puisque les canots étaient quasiment vides. Enfin, à moitié remplis, on va dire. Monsieur Ismay s'est en effet entretenu avec le chef mécanicien au sujet d'un éventuel essai de vitesse, si le temps le permettait. A priori, cet essai n'a pas été réalisé, de toute façon, ils n'avaient pas le temps. En revanche, le navire avait une vitesse de 22 nœuds quand il a heurté l'iceberg, ce qui est très très élevé. Et donc pour plusieurs raisons sur lesquelles je reviendrai pour cette vitesse. Il y a des explications. Mais c'est pas parce qu'ils ont fait un concours, voilà. Le capitaine Smith a bien ajusté sa trajectoire en fonction d'informations qu'il a reçues par d'autres navires, le jour du naufrage, de sorte à naviguer bien au sud d'un champ d'iceberg qui avait été signalé. En tout cas, c'est ce qu'il croyait. Parce que le Titanic fonce en réalité droit dans la glace. Il croit être complètement au sud, safe. Il sait qu'il va trop vite, par contre. Ça, c'est son tort. Mais il pense que tout va bien. Et l'atmosphère est inhabituelle, en raison de courants du Labrador qui sont anormaux et qui s'étendent dans le Gulf Stream. Il y avait des paramètres malchanceux ce jour-là. Et un autre phénomène qui n'a pas aidé à lever les doutes de l'équipage, c'est que l'eau était extrêmement calme. On le voit dans le film, c'était extrêmement silencieux. En plus, c'est quand t'as des univers de glace comme ça, y a pas de bruit, quoi. Et comme si en fait la lune n'avait pas d'influence sur les marées ce soir-là, c'était pas normal. Normalement, t'as des vagues, t'as des remous, c'était assez bizarre. Donc ce qui est représenté dans le film là, c'est réel. Enfin, c'est... Oui, c'est très bien représenté. Le naufrage est très réaliste dans le Titanic. Il y a pas mal de petits détails d'ailleurs qu'on voit pas forcément du premier coup d'œil, mais on voit les lumières d'un bateau dans la scène où il coule au loin. En effet, il y avait un bateau pas si loin, mais je sais plus ce qui s'est passé. Il a reçu les signaux trop tard ou je sais plus exactement. Oui, non, c'est ça. Il avait coupé le système de télétransmission et il a pas reçu les trucs, ils étaient allés se coucher. Smith, est-ce qu'il a survécu ? Le capitaine Smith ? Non. Et donc il s'inquiétait d'arriver en retard à New York, justement, parce que c'était le baptême du Titanic et c'était un peu la honte, quoi. Ça aurait fait mauvaise presse. Donc il a pas ralenti la vitesse du Titanic, qui était quand même de 22 nœuds de base pour d'autres raisons. Ce qui est un peu plus de 40 km/h. Donc t'imagines une voiture en ville, à peu près, quoi. À cette vitesse, un paquebot géant de 270 mètres de long et 46 000 tonnes
ne peut virer en moins de 500 mètres, et à plus de 40 km/h, donc à cette vitesse, il aurait fallu 1,5 km pour s'arrêter. Sauf que le bateau était déjà dans le champ d'iceberg à ce moment-là. Donc il faut imaginer l'effort physique en plus que ça représente en salle des machines. C'était impossible de toute façon de contourner, il n'y avait pas l'espace, la manœuvre. Pourquoi il ne vire pas? Vous êtes à fond? Oui, monsieur, à fond. Allez, vite, allez. On va toucher! Donc comment expliquer que l'insubmersible a sombré? Parce qu'il était censé être super résistant, avec des soutes étanches. Eh bien en fait, le Titanic va bien tenter de virer de bord dès que l'iceberg est en vue, mais avec la vitesse, on comprend qu'il parvient seulement à se décaler, et il va raser de près cet iceberg. Il faut aussi imaginer que cet iceberg, il est immense, on le voit bien dans le film. Il fait 120 mètres en tout de haut, dont seulement 30 mètres visibles, ce qui est plus haut que le Titanic. Le Titanic, il fait 52 mètres de haut, dont il y en a 10 sous l'eau. Donc ils ont deux géants face à face, quoi. La partie cachée suffit à déchirer donc la coque en acier à tribord, donc à droite, en partant de l'avant, et elle entaille tout du long les 6 premières soutes à charbon. Il y a sûrement eu des rebonds aussi qui sont allés jusqu'au 5e, 6e soute. Les soutes se remplissent d'eau dans l'ordre, ce qui fait basculer le bateau vers l'avant avec le poids. Et le bateau donc s'enfonce en partant vers l'avant durant 2 heures, puis il se brise en 2. Ça on le voit bien dans le film, c'est très bien expliqué. Il y a la première partie qui va entraîner la seconde, en fait, qui va couler à pic, comme ça, pouf, et l'autre va rester donc suspendu, la queue du bateau. La poupe. Ouais, toi tu connais mieux les termes maritimes que moi. Bah, ton papa qui n'est Donc voilà, la poupe reste comme un bouchon, ils le disent bien dans le film, suspendu pendant quelques minutes seulement avant de s'enfoncer. Et ce qui est assez effarant, c'est qu'en fait, ça va entraîner comme un siphon, par succion, ça entraîne tout sur son passage. Donc en fait, les personnes qui sont encore vivantes là, de toute façon, tout part au fond de... Voilà. Il peut rester à flot avec les 4 premiers compartiments fissurés, mais pas avec 5. Comme il s'incline par l'avant, l'eau va se répandre en passant au-dessus des cloisons étanches. Au pont E, de compartiment en compartiment, vers l'arrière. Rien ne pourra l'arrêter. Les pompes, si nous ouvrons les portes... Les pompes vous feront gagner du temps, mais seulement des minutes. À partir de maintenant, quoi que nous fassions, le Titanic va sombrer. Mais ce paquebot ne peut pas couler. Il est fait d'acier, monsieur, je vous assure qu'il peut couler. Et il coulera. C'est une certitude mathématique. Alors, justement, donc pourquoi tout a été déchiré comme ça? Comment ça se fait que l'eau ait pu rentrer malgré ces chambres prévues? Eh bien, en 1995, il y a un échantillon d'acier qui est prélevé sur l'épave pour le soumettre au test Sharpie. Donc un petit morceau d'acier qui vient de la proue. Et le test Sharpie, c'est une façon de mesurer la résistance d'un matériau à la rupture. Attends, pardon. Mais donc oui. cette date, c'est... 1995. Donc c'est postérieur. Ouais, je fais un petit bond en avant, donc moderne. Donc voilà, donc on prélève un petit bout sur la coque avant, là où ça s'est déchiré, et on le compare avec un morceau d'acier moderne. Et on observe que l'acier moderne se déforme sous le choc, comme un pare-choc de voiture, ça s'enfonce, mais ça se déchire pas, ça s'ouvre pas, donc c'est pas censé laisser passer l'eau. Et la coque du Titanic s'est brisée comme de la porcelaine, vraiment du beurre quoi. Pouf. En fait, cet acier, donc à l'époque, contient du phosphore, du soufre, de l'oxygène. Il est pauvre en azote et silicium, et ça le rend cassant face au froid. Non. Ouais. Donc, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que oui, certes, c'était l'insubmersible dans la conscience collective. Oui, il y avait du super acier, un super alliage hyper solide, mais on connaissait pas encore assez la chimie du matériau pour comprendre que face au froid, c'est pas si solide que ça. Il y a encore d'autres paramètres qui jouent. Je rentre complètement dans la technique entre conservatrice, restauratrice, on adore, même si nous on est dans les tableaux et les papiers. Mais le métal, c'est intéressant aussi. Mais... on dirait un chat en colère. Ok. Donc, la température dans l'Atlantique était de -2 degrés la nuit du naufrage, donc froid, et l'observation donc de l'épave montre bien que l'acier est complètement déchiré et pas enfoncé. Et c'est donc pas le seul paramètre. Alors, il y a un truc qui est assez intéressant, qui est ressorti de l'ombre il y a pas si longtemps, il y a quelques années, c'est que la White Star Line a tenté de cacher qu'un incendie était déjà en cours lors du départ du Titanic officiel de Southampton. Dans la soute à charbon numéro 5,
il y avait un incendie qui était à fond depuis peut-être déjà plusieurs semaines. Pourquoi on le voit pas ? Enfin, tout le monde savait qu'il était là, enfin tout le monde dans l'équipage. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un incendie de charbon. Donc c'est un incendie qu'on dit couvant. C'est de l'incandescence au cœur du tas de charbon. Et c'est invisible. Et en fait, on peut absolument pas l'arrêter. Il faut juste que la matière se consume en entier pour que ça s'arrête. Voilà, et ça, c'est une fournaise intérieure, quoi. Et tout l'équipage était au courant de l'incendie, bien sûr. Les matelots et soutiers rechignaient à faire le voyage. Mais la White Star Line était déjà en train de perdre beaucoup d'argent. Ils avaient vraiment la honte face à leur compagnie concurrente, la Cunard notamment. Et la White Star a intimé le silence à tout l'équipage. Je pense que vous allez avoir vos gros titres, monsieur Ismay. Ah, ça, je savais pas du tout. Ouais, non. Et du coup, cette pièce, elle chauffait. Oui, quoi. ça, c'était une fournaise, quoi. Oh. Voilà. Mais sans flamme visible. Mais voilà, donc tu vas voir, en fait, il se passe des trucs à bord du Titanic dont on parle jamais, mais il y avait des choses qui se passaient en secret, quoi. Il y a des photos, alors ça, je sais pas trop quelle est... à prendre avec des pincettes. Des photos montrent que le Titanic, au départ, était amarré à quai à bâbord, donc à gauche, alors que traditionnellement, le départ, l'amarrage se fait à tribord. Ah ouais. Ouais. Il y a un journaliste irlandais qui, il y a quelques années, qui dit qu'il a enquêté pendant 30 ans sur le Titanic, et il prétend que c'était pour masquer les marques de l'incendie. Il dit que si on regarde les photos, on voit bien une tache brune. Alors ça, je sais pas trop, j'ai pas vu les photos. Je sais pas si les photos sont inversées, bâbord, tribord, j'en sais rien, mais vu que l'incendie était vraiment là, c'est possible. Parce que dans le film, il est amarré à tribord, le paquebot. Il me semble. Non, il est à bâbord. Je sais plus, j'ai un doute. Parce que pour moi, la pointe, elle est à droite, tu vois. Quand tu pour moi, c'est l'inverse, mais je me trompe peut-être, parce que j'ai inversé toutes mes images pour ma vidéo, pour éviter le strike YouTube. Je sais plus, à vérifier. Voilà, bon, cette info est à prendre avec des pincettes. Par contre, et je suis sûre qu'on peut retrouver, j'avoue que j'ai pas eu le temps de chercher cette info, mais je suis sûre qu'on peut retrouver dans les archives du Titanic. Dans tous les cas, des témoins attestent avoir senti l'odeur de combustion lors du voyage et qu'on les a systématiquement rassurés, tout va bien. Ça, c'est attesté. Durant les 4 jours de traversée, certes, il y a tout le monde qui passe du bon temps sur les ponts supérieurs, mais en fait, les soutiers sont en train de décharger au max le charbon durant 4 jours, en jetant ce charbon en combustion dans les chaudières pour ralentir l'incendie au plus tôt. Donc ça bouge à fond. Ça a une quadruple conséquence. Ça veut dire que ça allège le poids du navire, on parle d'énormes masses des terrils de charbon, quoi. Attends, pardon, elles sont jetées dans les fournaises, c'est ça ? Ouais, dans les chaudières, qui fait tourner oui, le bateau. Oui. Voilà, donc ça a 4 conséquences. Ça allège le poids du navire, donc il va plus vite. Ça augmente le travail donc dans les chaudières, donc ça va encore plus vite. Donc on sait que le Titanic arrivait déjà trop vite dans les icebergs, c'est pour ça en fait, c'était incontrôlable. Et quand bien même il y aurait eu le temps de faire une manœuvre, parce qu'on aurait vu bien avant, en fait il y avait pas assez de charbon pour inverser la vapeur à ce moment-là. Apparemment les stocks, on est au 4e jour, tout est déjà consumé j'imagine dans les autres chambres, là on a un stock qui est déjà quasiment vidé, il n'y a plus assez de charbon pour faire machine arrière en fait. Donc la manœuvre, dans tous les cas, quand bien même ils auraient su où était le champ d'iceberg, qu'ils avaient le temps de manœuvrer, il n'y avait pas de charbon pour manœuvrer, donc ça aurait avancé tranquillement, a priori. Ils ont voulu s'en débarrasser le plus vite possible. C'est ça, donc ils allaient d'autant plus vite, ils étaient d'autant plus légers, et ils fonçaient droit dedans. Et 4e paramètre, l'incendie porte l'acier à 1000 degrés, et ça le rend friable, avec une résistance au choc qui est réduite de 75%. Donc de ce que j'ai compris, la soute numéro 5, qui était en combustion, avait des parois en plaques d'acier déjà peu résistantes au froid à cause de cet alliage de l'époque, et qui étaient en plus fragilisées par la chaleur de l'incendie. Donc le feu contre la glace, j'imagine que ça crée un effet qui se coule. Ça explique que ce soit brisé comme du verre, quoi. Oui, choc thermique. Apparemment, non seulement la White Star Line a accéléré le chantier et caché l'incendie, mais elle a aussi affiné l'épaisseur de l'acier pour faire face à une pénurie de pièces d'acier. On revient à l'histoire de pénurie. Des éléments en fer forgé de qualité impure avaient été utilisés sur la poupe et la proue, comme par exemple des rivets, donc des vis, quoi, qui pouvaient résister à une pression de 4 tonnes, contrairement à 9 tonnes pour la qualité supérieure. Et ils ont cédé sous la force de l'iceberg, bien sûr. Et les plaques se seraient donc désossées en ouvrant de nombreuses voies d'eau. Voilà. Pour info, le Titanic donc pèse 4-6 000 tonnes, ça fait environ 9200 éléphants mâles adultes africains. Et la masse de l'iceberg est estimée à 1,5 million de tonnes. 4-6 000, 1,5 million de tonnes, certes, c'est des géants, mais il y en a un qui remporte sur l'autre, quoi. La seule bonne nouvelle, donc, dans cette histoire d'incendie, c'est que le charbon qui a été vidé dans la soute numéro 5 a créé un déséquilibre en faveur du Titanic au moment du choc.
Normalement, il aurait dû chavirer sous le choc. Donc catastrophe parce que tout le monde est à l'eau et meurt d'hypothermie sans monter dans les canots. Et on sait donc que le premier canot a été rempli seulement après 1 heure après la collision. D'accord. Donc quelque part, ce déséquilibre a sauvé quand même la vie à 705 personnes. 750, ouais. Plusieurs survivants vont tenter de parler de ce qui s'est passé, hein. Donc ça c'est avéré comme fait. Et leur silence sera acheté par la White Star, qui passera à travers toutes les tentatives de procès des familles des victimes. Non, c'est pas vrai. Et si. Et oui, et oui. Mais ils avaient plus d'argent, comment ils pouvaient payer ces gens-là? Ils étaient trop... Tu sais, c'est des familles de migrants qui sont en Europe, Ah alors que ouais. les familles, ils allaient aux États-Unis. Enfin, Parce c'est que le même les bazar. classes aisées qui ont réussi à survivre. Alors oui, justement, il y a quand même... oui, il y a pas mal de personnes, donc des... C'est assez équilibré de ce que j'ai compris en termes de sauvetage, parce qu'en fait, c'était les femmes et les enfants d'abord. Donc en termes de classe sociale, c'était pas non plus que les riches et pas les pauvres. D'accord. Après, il y a quand même des hommes de conditions de classe supérieure qui sont entrés en priorité, quoi. Mais justement, c'est ce qui va se passer en fait. Donc première découverte de l'épave, pour continuer sur cette histoire de propriétaire et responsabilité, qui qu'on doit punir. Donc dès 1912, donc dès l'année du naufrage, l'épave attire toutes les convoitises, notamment pour faire jouer les assurances, pour retrouver les dépouilles des plus fortunés. Il y avait Jacob Astor, qui était un très grand milliardaire, il y avait Guggenheim et plein d'autres personnes influentes. Sauf que les moyens techniques à l'époque, on l'imagine, ne permettent pas du tout de faire des fouilles en profondeur dans des eaux glacées. On revient à cette histoire de morse dans ton histoire. Pas possible. C'est pas le Moyen-Âge. Non, Après, il y a les 2 grandes guerres qui s'enchaînent. Les priorités sont pas à la fouille d'épaves. Toutes les forces et finances sont réquisitionnées pour l'effort de guerre. Ouais, ça, j'imagine que ça devait faire que... On peut pas... En fait, on s'est tu, quoi, sur cette histoire. Oui, en fait, c'est ça. On n'a pas le time, quoi. 2 ans plus tard, la guerre. Et ensuite la seconde. On n'a pas le temps de s'en occuper. Les survivants sont traumatisés. Ils ont pas envie d'en parler, en fait. Donc, ça s'arrête assez vite, quoi. Il faut attendre le 1er septembre 1985. Donc là, on parle de nos générations, quoi. Pour que l'épave soit localisée pour la première fois après une longue nuit de 73 ans. C'est une double expédition avec 2 équipes, des Français et des Américains, qui font sa découverte. L'épave est alors à 4000 mètres de profondeur et elle est à 25 km de l'endroit supposé, parce que, donc comme elle s'est brisée en 2 parties, il y a une partie qui s'est complètement déplacée avec les courants marins, donc ça a joué aussi sur le fait que c'était un petit peu dur à la relocaliser. Alors les meneurs de l'équipe, ce sont Jean-Louis Michel de Liffremer, c'est un Français, et le professeur Robert Ballard, je sais pas s'il est canadien, peut-être Robert, qui est un scientifique maritime, officier de la United States Navy, donc la marine américaine secrète, qui découvre le Titanic. Donc tous les 2. Enfin, c'est leurs 2 équipes, quoi, français et américains. Et les toutes premières images du Titanic qu'on a après donc, ce long silence viennent de cette expédition-là. Est-ce que c'est les images qui sont montrées dans le film? Alors non, j'y viendrai plus tard. Ce sont, quand tu regardes sur internet, c'est plutôt des photos anciennes. Et il y a des objets justement qu'on voit encore sur les fonds marins, alors qu'après on les retrouvera plus puisqu'ils ont été remontés ou déplacés. Donc il y a des photos de cette époque vraiment de l'état de l'épave avant qu'elle soit perturbée en fait. Deuxième question, désolée. Ah si, tu non, dis, hein, si vas-y, non, trop bien, Mais, parce que ça va être long, mais allons-y, let's go. Qu'est-ce qui les motive pour faire cette première expédition là-bas? Et pourquoi ils se sont décidés de faire ça ensemble? Le fric. Ouais. Pas que. Non, le mystère, vraiment. C'est une pyramide, quoi. Faut la trouver, faut l'ouvrir. Il y a pas mal de raisons, ensuite je reviendrai en détail, mais c'est vraiment le mystère. Parce que tu verras que l'opinion publique est plutôt contre cette redécouverte. Il y a encore, on est en 85, il y a encore des survivants. Ça fait pas plaisir du tout d'aller fouiller, c'est un cimetière humain. C'est horrible, moi je trouve ça, c'est personnel. Alors qui est Robert Ballard, justement? Ça va te donner des idées des motivations. C'est un chercheur donc à l'Institut océanographique de Woods Hole en Massachusetts. Il est professeur à l'université de Rhode Island, je crois que c'est à New York. En gros, il est chercheur, il est professeur, il est explorateur invité du National Geographic, et c'est un officier de réserve des renseignements navals états-uniens, donc la fameuse US Navy, qui a fait du Titanic une quête personnelle. Donc vraiment pour un aventurier des temps modernes, quoi. C'est Indiana Jones. Il va profiter d'une mission de la Navy, où il est censé repérer des sous-marins nucléaires, le Scorpion et le Thresher, qui ont été perdus dans les années 60, pour financer sa lubie. Et la marine, qui est indulgente, autorise Ballard à chercher l'épave
à l'aide d'un robot plongeur qui va développer et faire financer par la Navy. Et il a l'autorisation de faire ça une fois qu'il a rempli son objectif militaire. Ils sont en mode, bon vas-y, fais mumuse avec les jouets. Voilà. Donc c'est comme ça en fait qu'il va trouver l'épave du Titanic. What else? Il avait déjà fait une tentative solo, auto-financée, je crois, en 1977, qui frôle à la cata, puisque il avait pas les petits submersibles marins, c'est des robots autonomes, genre où tu t'as même pas à rentrer dedans en fait, c'est des robots avec des caméras. Il y avait pas ça à ce moment. Du coup, il utilisait des tuyaux. Donc il avait construit 900 mètres de conduite à partir d'un bateau depuis un derrick, donc installé sur un navire, avec une nacelle qui était suspendue au tuyau tout en bas, avec des sonars, des caméras, et qui était censé donc naviguer, mais sauf que le Titanic, il est à 4000 mètres de profondeur. Là. On est à 900 mètres de... Voilà. Ne fais pas ça, la claustrophobie qui pensait. Ah ouais. Et il avait emprunté ce matériel qui valait $600,000. Et avant même qu'il commence à chercher l'épave, tout l'édifice s'effondra au milieu de la nuit. Donc, le derrick, les tuyaux, le matos de 600 000 et tout est au fond de l'Atlantique. Voilà. Mais il était pas dedans. Non, c'est vraiment, de ce que je comprends, c'est genre des tuyaux où tu diriges des caméras, et il croyait qu'au bout de 900 mètres, sa caméra, elle serait sur le Titanic. De ce que je comprends, hein, c'est l'idée. Il la baisser, et puis en fait, tout est cassé. J'imagine des petits morceaux de tubes scotchés, pas du tout, mais oui. C'est trop marrant, on dirait un peu Inspecteur Gadget, tu vois, ou Tintin, quoi. C'est trop marrant. Alors en fait, on a appris en 2008, il y a une information qui est sortie, qui était donc des infos secrètes de la US Navy, où apparemment ils savaient où était le Titanic. Nous sachons. Ah, ça fait du bien de pas être la seule de Yes. Non, t'inquiète. Oui, nous avons des petits problèmes de discussion, oui, tout à fait, dyslexion. Donc la position ça y est. Pardon, je t'ai bugué. Non, t'inquiète. La position du Titanic était déjà plus ou moins connue par les sonars des sous-marins de la guerre froide, en fait. Donc post-Seconde Guerre mondiale, évidemment, ils étaient à fond là-dedans, mais ils avaient pas les thunes d'aller fouiller le Titanic, c'était pas la mission du jour, mais oui, c'est tellement énormissime que quand tu passes pas trop loin, tu le vois, quoi. Donc ils savaient plus ou moins où c'était, et Robert Ballard, il s'est servi de ces informations. C'était évidemment secrète, ça a été lâché en 2008 pour des raisons qu'on peut imaginer. Alors il est pas le seul, donc comme je l'ai dit, sur la mission, il y a 2 équipes, il y a des Français aussi. Donc l'IFREMER, c'est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Je trouve ça intéressant parce que quand on pense Titanic, on pense pas forcément aux Français, quoi. Cocorico, on est plutôt bien positionné sur les fouilles du Titanic. Mais ça m'étonne beaucoup qu'ils aient eu le droit de faire ça. Ah mais on y vient, qui est propriétaire et responsabilité, quoi. Ouais. Je sais que par exemple au Danemark, quand ils découvrent des poules. Quoi? Des dépouilles. Pardon. Quand ils découvrent justement des navires naufragés dans la mer, normalement ils ont pas le droit, ou souvent c'est les Anglais qui se sont échoués sur les mers ou les plages danoises, et ils ont pas le droit d'y toucher. Ouais. Non, il y a pas mal de régulations, c'est assez compliqué. Surtout les Anglais, ils sont très pointilleux là-dessus, ouais. Ça vient de lois dont je vais parler, notamment une loi qui date du XVIIIe siècle, la loi d'Amirauté. Donc on est sur des vieux principes, en fait. Ça paraît un peu fou pour des sujets comme ça, on pourrait se dire que tout est hyper carré. Mais dans les années 80, en fait, on est entre guillemets tout au début de la démocratisation, si on peut dire, de plongée sous-marine. Et encore, on parle d'un truc super niche. Donc oui, on pense au Titanic, aux épaves, on se dit, oh là là, il y a tous les moyens du monde. Eh bien non, bienvenue dans le monde merveilleux de l'archéologie. Non, c'est compliqué. Les lois sont pas hyper strictes, et voilà, je vais y revenir. Donc aussi, ce qui explique que le Titanic soit entre guillemets retrouvé qu'à ce moment-là, comme je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, c'est pas qu'une histoire de moyens techniques, ça correspond aussi à la disparition des derniers survivants. L'événement a laissé une marque traumatique, et l'opinion reste donc très divisée quant à la fouille du Titanic, ça fait polémique. Dans cet esprit, quand Ballard et son équipe se retrouvent donc sur l'épave en 1985, ils n'ont pas rapporté d'objets. Ils ont estimé que ce serait aussi questionnable donc qu'un vol de sépulture. Et Ballard va acquérir au fil des années cette réputation justement du défenseur du navire vis-à-vis des chercheurs de trésors qu'on voit dans le film de James Cameron. Et j'en ai un petit peu parlé donc dans ma première vidéo pour ceux qui douteraient donc du statut d'archéologue ou de chercheur de trésors de ces gens-là. Donc il va retourner 1 an plus tard sur les lieux en 1986 avec cette fois un sous-marin habité, pas un robot, il y a quelqu'un, il est dedans. Et cette fois il prend donc des images et il va même poser des plaques invitant à ne rien toucher comme dans les musées.
Par contre, les hommes d'Ifremer, donc l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, ces personnes-là reviennent en chasseurs d'objets. Justement. Donc il y a un petit peu une guerre, il faut vraiment imaginer qu'il y a 2 clans et que ça va rester comme ça jusque aujourd'hui, on pourrait dire, ça va un petit peu évoluer, je vais en parler. Nous sommes désolés que ce soit les Français qui soient les méchants. On est les méchants, ce ne sont pas les Russes. Encore raté. Ok. J'ai fait un accent allemand, mais Oui. c'est pas grave. Encore. Ouais, merci. Il faut qu'on coupe ça. Non, on s'en fout. À peu près à cette période, il y a un groupement, donc une compagnie privée, qui se crée au Connecticut, dans le Connecticut plutôt, et qui s'appelle Titanic Ventures Partnership, que j'appellerais juste Titanic Ventures, on pourrait dire même Vultures, qui veut dire vautour. Voilà. Et donc ce groupement est cofondé par un producteur de cinéma et de télévision. Et on rentre dans l'ère... on était déjà sur un côté très démocratisé du Titanic, mais là on rentre dans l'ère vraiment média, quoi. Bref, donc dès l'année suivante, Titanic Ventures travaille en co-exploitation avec l'Ifremer, les Français, et finance 32 immersions qui aboutissent à la récupération des 1800 premiers objets récupérés sur le Titanic. Ils sont transportés en France et nettoyés par électrolyse. En 1987, ce groupe, toujours, qu'est-ce que j'ai raconté, blablabla, voilà. Donc ils sont sur ces opérations d'études et ça va provoquer un vrai tollé parce qu'en fait ils vont communiquer autour et les personnes trouvent qu'il manque complètement de sensibilité pour les familles des victimes qui sont encore vivantes par justement cette démarche de vol en fait. Et il y a même une des survivantes, Eva Hart, qu'on voit un petit peu partout et qui prêche aussi un petit peu pour sa paroisse, qui est sur tous les plateaux de télé pour un petit peu prêcher contre ces gens qu'elle qualifie de chasseurs, vautours et pirates. Bref. Voilà. Donc la presse a aussi son mot à dire, il y a même des grands titres à l'époque, comme par exemple un titre anglais que j'ai trouvé marrant qui s'appelle We All Loot in a Yellow Submarine. Donc en référence à la chanson des Beatles, We All Lived in a Yellow Submarine, We All Loot signifiant voler. Oui. Alors ces craintes qu'a le public sont confirmées le 28 octobre 1987, quand l'émission Retour sur le Titanic, qui est une émission live qui va connaître, je sais pas combien d'épisodes, mais c'est assez long, il y a plein d'épisodes qui parlent du Titanic, avec des interviews, des survivants qui viennent parler, des photos, enfin voilà, qui médiatisent cette redécouverte, en fait. Eh bien, le 28 octobre, il y a une émission live qui est passée, un épisode qui est tourné à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, sur un plateau de télévision avec un vrai public, et devant ce vrai public, qu'on imagine autour du plateau, ils vont découvrir des objets du Titanic qui sont encore dans leur bac d'eau. Il y a une valise qui est ouverte, on sort les papiers, les gens qui sont sur leur 31, il y a une espèce de plateau, c'est très intéressant comme parallèle, il y a un plateau d'éthylène, oui, c'est pas grave. Il y a un parallèle à faire avec le Titanic lui-même, parce qu'on est sur une élite d'invités qui sont tous sur leur 31 et qui se passent de main en main des objets qu'on sort de valises, etc. Il y a un coffre-fort notamment qui est ouvert, je crois qu'il est vide, donc ça fait penser au coffre-fort bien sûr du film Titanic de Cameron. Donc c'est un peu spécial. Et il y a un moment spectaculaire de l'émission où il y a le présentateur, acteur qui dit certains croient fermement que ceci était dans la soute du Titanic en montrant un sarcophage égyptien. Absolument pas dans le Titanic. C'est quelle époque ce truc ? 1987. Voilà. Donc tu vois, il y a une espèce de show hyper cringe, ambiance Vegas. Bonjour les années 80, quoi. Oh là là. Oui, tu imagines tout à fait la tête. Et donc cette émission, on la trouve sur YouTube, je l'ai vue. Je mettrai un lien en description de la vidéo, c'est assez édifiant. Ceci étant dit, je ferai un parallèle avec une émission que j'aimerais bien retrouver, qui était, je pense, une matinale d'une chaîne télé qui est passée il y a peut-être 5 ans, je sais plus exactement. C'était au sujet d'un trésor gaulois avec une vingtaine de torques qui avaient été retrouvés lors de fouilles sauvages, qui étaient montrés sur le plateau, et pareil, les gens se le passaient de main en main, sans gants, alors que je précise que on porte des gants pour la manipulation de métaux, entre autres. Pas tous les objets, mais les métaux, oui. Les torques étaient manipulés comme ça à main nue sur un plateau. C'était il y a pas longtemps. Si quelqu'un me retrouve cette émission, merci de la partager, ce serait super. Alors, comment expliquer que le Titanic soit fouillé sans considération ?
et que ces mémorabilia sont utilisés comme des bêtes de foire. Qui est responsable à ce moment du Titanic? Parce que j'ai toujours pas parlé du propriétaire à ce moment-là. En théorie, le propriétaire serait la White Star Line, bien sûr, sauf que la White Star Line, qui croulait déjà sous les dettes au moment de la création du Titanic, va vivoter très difficilement après le naufrage, avant de fermer ses portes définitivement en 1950. Le Titanic tombe alors, entre guillemets, dans le domaine public. Il appartient à personne. Donc dès la découverte de l'épave, il y a un débat sur son appartenance et à qui appartiennent les artefacts qui y sont contenus et dispersés autour. En fait, ça dépend d'où on arrive en mer. C'est lié donc à cette fameuse loi d'amirauté, qui régit en gros le droit maritime pour les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres nations majeures. Ça dit en gros qu'un navire en eau internationale n'appartient à personne et ne peut être revendiqué comme propriété. C'est ce que nous expliquait Maddie McAllister, la super conservatrice qui est intervenue dans ma première vidéo. Pourtant, il y a quand même des gens qui tentent leur chance. Et seulement 2 semaines après la découverte, il y a une compagnie d'assurance anglaise qui prétend posséder l'épave, comme ça, pouf. Il y a plein d'autres gens, j'en nommerai un autre. Il y a un chercheur qui s'appelle Jack Grimm, qui avait aussi recherché le Titanic dans les années 80, qui prétend avoir la propriété des lieux, car il serait le premier à avoir trouvé le site. Voilà, c'est Jacques a dit, littéralement Jacques a dit. Il déclare qu'il avait déjà prévu de commencer à récupérer des artefacts, et se justifie en disant, je cite, « Je ne peux pas les voir reposer comme ça, engloutis par les fonds marins. Quel mal ça peut faire à ce tas d'acier tordu !» Que j'aille récupérer des objets. Et pour info, il a aussi mené des expéditions pour trouver le monstre du Loch Ness et l'arche de Noé. Oui. Je rappelle ici le nom de ce monsieur, Jack Grimm, et je fais ici un clin d'œil aux membres de l'ALDA, l'association de lutte contre la désinformation en histoire de l'art et archéologie, association plus qu'utile dont j'ai la chance de faire partie et qui vient de récupérer la chaîne YouTube de Passé Recomposé. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre le programme de l'ALDA, merci et bisous. Jacques Grimm, c'est quand même trop drôle vis-à-vis de Jacques Grimaud. Du coup, donc c'était un grand illuminé, lui, en fait, ouais. Oui, de la chambre secrète, des pharaons, voilà. Donc dans le cas du Titanic, où on en est en fait, ça appartient à absolument personne légalement. Ce qui va se passer, c'est que la fameuse compagnie Titanic Ventures, qui s'est créée là, qui a travaillé avec l'Ifremer, va revendiquer la règle de salvor in possession, ce qui veut dire sauveteur en possession. C'est une vraie règle, et en contexte de fouille maritime, ça dit qu'en gros, la première personne à remonter un objet a possession de tous les objets à bord. Mais pas propriété, c'est pas pareil. En gros, t'es gardienne de tous les objets, mais t'es pas propriétaire. C'est un peu flou, s'il y a des archéologues qui souhaitent préciser tout ça très volontiers. Le truc, c'est que ça s'applique que pour les citoyens américains. Donc si on vient d'un autre endroit que les États-Unis, par exemple si on vient d'Angleterre, de France, et qu'on prend un artefact sur le Titanic, en fait, Titanic Ventures, ils peuvent rien dire. Ils sont que gardiens aux États-Unis. Par contre, si on apporte l'artefact aux États-Unis, alors là, il sera saisi. C'est illégal. Donc, ça signifie aussi que n'importe qui a 200 000 € à claquer peut aller sur le Titanic à cette époque, et c'est toujours la même règle aujourd'hui, à condition de pas prélever d'objets, tout le monde peut y aller si t'as les moyens. Mais du coup, c'est contrôlé par qui prélève ou par personne. Donc, en fait, ils peuvent y aller et prendre des trucs sans... En soi, oui, bon, ça coûte quand même très cher, donc je pense que t'as des sonars et des gens qui surveillent régulièrement, je suppose. Je suis pas trop sûre, mais je pense qu'il y a des... Ouais, parce que tu peux quand même voir à distance et tout. Donc je pense qu'il y a des positions qui sont signalées, tu sais, en général, par les bateaux qui naviguent pas loin et tout. Et avec la pêche, il y a de plus en plus de bateaux qui naviguent dans ces coins-là, alors qu'à l'époque, pas du tout. Grâce au développement de submersibles d'eau profonde, il y a des petits véhicules qui peuvent accueillir jusqu'à 2 personnes, qui rendent donc ces grandes pyramides accessibles aux profanes, et le site du Titanic devient carrément lucratif, donc toujours dans les années 85. Et il y a même un entrepreneur belge qui propose la visite pour 25 000 $ par personne. Donc voilà, Ballard, qui est toujours le sauveteur, appelle les utilisateurs à choisir leur camp entre les pilleurs de tombeaux et les protecteurs pour de nombreuses générations après nous. En 1986, le membre du Congrès Walter Jones Sr. est encouragé par Ballard à proposer le RMS Titanic Maritime Memorial Act à la Chambre des représentants de Paris. Cet acte appelle à une régulation stricte de l'exploration et récupération dans le Titanic pour des raisons scientifiques uniquement, et encourage également le secrétaire d'État des États-Unis à faire le lobby avec le Canada, la Grande-Bretagne et la France pour passer ces mêmes législations. Parce que là,
géographiquement parlant, il est quand même plus proche des États-Unis. Complètement. Ouais, il est près du Canada, le Terre-Neuve. C'est ça, exactement. Mais c'est des eaux internationales. Plus simple quand même de partir des États-Unis pour aller ouais. les chercher. Quoi. Ouais, et puis ça, ouais, c'est ça en fait. C'est là que t'as le plus, je suppose, de fouilleurs sauvages. Et puis en plus, c'est Ballard qui est super motivé, qui est américain et qui dirige entre guillemets tout ça. Quoi. L'acte passe finalement à la Chambre et au Sénat par écrasante majorité et il est signé par le président Ronald Reagan le 21 octobre 1986. So, Reagan, Dougan et vous autres matelots, à l'abordage, le partage n'en sera que plus gros. Tuez-les tous pour leurs écus ou vous serez pendus à la plus haute vergue du bac comme un bourgeois cossu. Malheureusement, si. La loi est caduque, car l'épave repose en dehors des eaux états-uniennes, pour le coup, même si c'est plus près. Et l'acte est rejeté 12 ans plus tard, en 1998. Alors, qui est l'actuel propriétaire, finalement ? Eh bien, on en revient à Titanic Ventures, qui a finalement le droit de sauveteur, là, en possession. Même s'il n'est pas propriétaire encore à ce moment-là, on est en 1993. Titanic Ventures change d'identité et devient RMS Titanic Incorporated. Donc du même nom du bateau. Cette société est contrôlée par George Tulloch, c'est un homme d'affaires qui est surtout connu comme le plus gros concessionnaire BMW des États-Unis. C'est aussi le manager du prestidigitateur David Copperfield. Et suite à sa prise de fonction, il déclare « Il doit y avoir $1 milliard d'artefacts là-dessous », ce qui donne le ton. Sous sa direction, il lance plein de nouvelles expositions, il consolide les droits et il commence à montrer les trouvailles dans des expos. Et donc ça y est, le Titanic devient le showbiz, quoi, officiellement. D'ailleurs, depuis l'an 2000, il y a un gros morceau de coque qui est effectivement à Las Vegas. Et il est à l'hôtel le Luxor. En 1993, les Français puis la Cour fédérale, une cour fédérale américaine, reconnaissent à RMS Titanic le statut donc de sauveteur en possession et RMS devient l'unique détentrice des droits de récupération. Donc plus personne peut récupérer officiellement un objet à ce moment-là. C'est une demi-victoire car ça en fait pas des propriétaires et surtout ça les oblige à protéger l'épave et les objets. Ils ont obligation d'effectuer des expéditions tous les 3 ans pour conserver le titre de sauveteur en possession. Donc à la fois c'est une bonne chose mais en même temps ça va re-encourager les visites et les sorties d'objets. Donc ça devient des gardiens de l'épave, ils ont interdiction de vendre les pièces sauf tout d'un bloc pour éviter la dispersion, mais ils ont bien le droit donc de faire des expositions. Pour James Cameron, comment ça s'est passé ? Eh bien, en 1997, il voulait visiter l'épave pour se renseigner, et puis surtout parce que c'était la vraie raison, l'origine pour laquelle il a fait le film, pour financer son rêve de visiter le Titanic. La RMS a complètement tenté de s'opposer à son expédition, qu'il a quand même réalisée. La scène d'intro du film, elle est véritablement tournée sur l'épave, et elle causera plusieurs dégâts importants. L'arrachage de la lucarne de la salle de radiotransmission, arrachage de la cloison extérieure de la cabine du capitaine Smith, et la dégradation du décor de l'escalier d'honneur, en tentant de faire descendre le robot sous-marin Mir dans l'escalier alors qu'il passait pas. Donc on voit à ce moment-là que le Titanic n'est toujours pas protégé. Finalement, en 2004, il y a un accord international qui est approuvé et signé par les 4 pays, qui est conforme à la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine subaquatique, et qui considère le lieu comme un musée sous-marin, enfin. Et en 2004, donc au même moment, RMS rechange de nom et devient Première Exhibition, notamment connu pour les expositions itinérantes super spectaculaires, genre Toutankhamon, en gros. Qui est quand même tenu par un restaurateur à Atlanta. Donc le destin et le statut des objets du Titanic a failli changer de main en 2012 pour la première fois, puisque Première Exhibition, en fait, depuis quelques années, essaye de se débarrasser du lot. Ils ont maintenant 5500 pièces. C'est énormément d'entretien. C'est très contraignant parce qu'ils sont surveillés par tout le monde. Enfin, ils ont quand même des obligations de conservation. Donc ils ont tenté de tout vendre à une maison d'enchères qui a été suspendue très rapidement. Et là, apparemment, ils sont sur le point de faillite, donc depuis plusieurs années. Donc ça va pas mal bouger, sûrement dans les années qui viennent. Si tous les 3 ans, il faut qu'ils y aillent, ça doit coûter assez cher. Ben, c'est ça, c'est hors de prix. Malgré les expos qui coûtent une blinde, les billets sont très chers. Pour ceux qui ont déjà fait ces expos, c'est pas suffisant. Ils ont même essayé de vendre toutes les pièces, enfin, ils ont demandé à la Cour des États-Unis de revendre les pièces pour 225 millions de dollars. Ce qui a été rejeté, donc vraiment ils cherchent à se débarrasser, ils en veulent plus. C'est plus assez lucratif, c'est des pièces de musée en fait. Sa place, c'est dans un musée.
La tienne aussi. C'est un peu antinomique. Et depuis 2020, il y a plusieurs tentatives de première exhibition, donc ex-RMS, des tentatives de sortie illégale d'objets de l'épave, a priori comme s'ils cherchaient à se faire griller leur titre de sauveteur en possession officiel, parce que donc ça devient trop lourd. Donc voilà, on dirait qu'ils essayent justement de se saboter. Voilà. En 2018, il y a plusieurs musées britanniques qui ont déposé un dossier dans lequel ils s'engagent à réunir la somme de 16,5 millions d'euros dans les prochains mois pour acheter Première Exhibition et la collection d'objets. À ce jour, c'est toujours pas fait, donc voilà, ça devrait évoluer prochainement. Dans les bonnes choses quand même qu'a permis Première Exhibition, il n'y a pas que des histoires de pognon. En 2010, ils ont réalisé la toute première cartographie détaillée du site avec le soutien de la National Geographic Society. C'est un outil qui va être indispensable dans les prochaines années, car le sort des objets sortis de l'eau n'est pas la seule urgence concernant le Titanic. Puisqu'en fait, depuis sa découverte en 1985, il y a des changements très importants sur l'écosystème marin du site. Et il y a une dégradation, en fait, des conditions de conservation, comme si des bactéries, en fait, se développaient pour détruire l'épave le plus vite possible. Des bactéries et des micro-organismes qui sont nourris par les visiteurs, en fait, qui visitent le site, qui polluent le système, et également par la pêche qui devient de plus en plus importante dans ce coin-là. Donc le Titanic est attaqué par une bactérie qui ronge en fait toutes les parties métalliques. Et d'après l'administration nationale océanique et atmosphérique, la chute de la structure, qui était estimée d'abord à 200 ans, est en fait réduite donc à 50 ans. Donc dans les quelques prochaines années, grosse question, ça devrait beaucoup bouger sur qu'est-ce qu'on fait des objets qui restent sur le Titanic. Et cette idée de cimetière marin est en effet dépassée, parce que bientôt il sera même plus question, enfin on pourra même plus se poser cette question d'éthique humaine. Et on en revient donc à cette question de est-ce qu'on doit laisser tout disparaître maintenant, ou est-ce qu'on doit récupérer le maximum de choses. Bah, j'aimerais savoir ce que tu penses, toi, ton avis de... Ouais. Parce que du coup, si le Titanic est en train de disparaître, est-ce que tu penses que c'est important de sauvegarder ce qu'il y a, que de le faire remonter? C'est vrai que ça donne une nouvelle perspective à je trouve, cette notion donc de cimetière humain, où finalement, quand on est face à la catastrophe une nouvelle fois, parce que c'est un deuxième naufrage, et qu'on a la possibilité de faire quelque chose, parce qu'aujourd'hui on sait tout ça, on sait ce qui va se passer, je trouve que ça fait réfléchir justement sur cette éthique extrême parfois qu'on peut avoir. On peut avoir des principes qu'on va reconsidérer, quoi. Donc c'est vrai que je me dis que vu qu'on le sait, je me demande si c'est pas un devoir au final, ce qui était presque, j'aurais dit une honte d'aller fouiller. Moi j'étais plutôt du côté ballard, quoi, une honte de récupérer des objets. Maintenant je me dis que ouais, peut-être qu'en fait c'est au contraire un devoir, parce qu'en tant que conservateur, ce patrimoine va disparaître. Je trouve aussi que la question, moi personnellement, mon point de vue, s'adapte à l'évolution de cette question au fil des années. C'est-à-dire que du temps du naufrage du Titanic et dans les premières années, en fait, tous ces objets, entre guillemets, ils ont pas de valeur... on parle de valeur, ils ont pas de valeur historique liée à l'objet lui-même. C'est des objets qui ont moins de... Enfin, qui avaient 70 ans à l'époque, quoi. C'est des choses pas très rares. On parle de porcelaine, c'est pas des choses... Ce qui est intéressant, c'est la valeur de cet objet, ce qu'il représente. Et donc, face à la disparition définitive de l'épave, je trouve que la question se pose autrement. Si l'épave, elle était là encore pour 3 siècles, j'aurais envie de dire, laissez-les sous l'eau. Enfin, c'est pas encore des objets qui ont de la valeur en tant qu'objet. Mais voilà. Mais comme ça disparaît à rythme accéléré... Mais ça pose vraiment la question de la valeur, en fait. Qu'est-ce que c'est la valeur ? Est-ce que c'est un objet qui a plus de 100 ans ? Ou est-ce que c'est un objet qui est lié à une histoire particulière ? T'en penses quoi, toi, alors ? J'essaie de réfléchir justement à un endroit qu'on visite qui est en fait un cimetière, et la seule chose à laquelle je peux penser qui est forcément n'a rien à voir, enfin c'est complètement autre chose, c'est Auschwitz, ou tous les camps de concentration qui se visitent aujourd'hui. Alors je sais pas, je n'y ai jamais mis les pieds, et je suis sûre qu'à l'entrée il y a quand même toute une introduction sur le message et pourquoi ils font ça, et effectivement c'est éducatif, mais ça n'empêche qu'il y a quand même des musées de cimetières. Oui. Et donc ça remet un peu en question cette approche de on touche à rien. Ouais, complètement. Et c'est vrai que effectivement
au bout d'un certain temps peut-être, il devrait y avoir un espèce de changement, voilà, où on dit, bon, bah, on bascule dans la période antécédente à telle et telle distance dans le temps, qui fait que ça bascule dans la... Je sais pas. Parce que c'est vrai que dans l'archéologie, je crois qu'il me semble qu'il y a un moment dans le temps où tu peux te dire, bon, bah là, c'est bon, il n'y a plus de survivants, il n'y a plus de mémoire de collective de ce truc. Ah, je sais pas du tout ça. Ah, ce serait, si quelqu'un le sait. Je me demande ça. Ouais, peut-être. En fait, ça, c'est dommage parce que j'ai eu des cours là-dessus, mais c'est parti, quoi. C'est trop tard. Comme le Titanic. Non. La seule comparaison que je ferais avec, par exemple, je trouve que c'est une très bonne comparaison, parce qu'il y a vraiment cette idée de mémorial, d'objets qui ont pas de valeur monétaire, ou, enfin, t'as compris quoi, genre Oui. en tant qu'objet, ils ont pas de valeur historique en tant qu'objet créé, mais ils ont gagné une valeur historique par rapport à l'événement auquel ils sont liés. Par contre, je dirais que la grosse différence avec le Titanic, c'est que c'est un lieu qui se visite. Et ça c'est une question qu'on peut poser. Est-ce que si le Titanic, on avait pu faire visiter à tout le monde, parce que c'était moins cher, parce que ça polluait moins, est-ce que ce serait éthique? Est-ce que, voilà, c'est une grande question. Est-ce que si le Titanic était pas sous la mer, sous l'eau, est-ce que ça se visiterait? Est-ce que si c'était sur une banquise, c'est assez intéressant de se demander où à la limite, en fait, où est-ce que l'histoire est plus importante que la dignité des sépultures, quoi. Bah, les momies, les tombeaux, on peut parler plutôt de ça, du coup. Alors, c'est pas lié à un naufrage, donc là, pour le coup, c'est différent sur ce point-là. Par contre, on est complètement dans cette idée d'admirer des objets pour ce qu'ils évoquent. Mais il y a aussi, pour le coup, il y a une histoire matérielle. L'objet est artistique, l'objet représente une dynastie. C'est pas un objet lié à un drame, donc c'est encore une autre question. Ouais. Mais il y a cette idée de est-ce que c'est éthique de visiter une sépulture, ce qu'on fait entre guillemets tout le temps. Tu vois, il y a les cimetières déjà, les catacombes, il y a beaucoup plus ça. Gros point d'interrogation. Mais c'est intéressant, je trouve, de voir que un site historique a entre guillemets une date de péremption. C'est horrible dit comme ça, mais c'est vrai. Là, on est face à l'urgence. Et justement, on est obligé de faire face à, ben non, est-ce que c'est trop cher, déjà? Est-ce que c'est vraiment trop cher? Quelle est la valeur, en fait, qu'on accorde à ces choses-là? Est-ce que c'est juste les mettre dans des musées, faire des places super chères? Ou est-ce que la valeur, c'est, ben non, là, il y a la mémoire des gens qui va être oubliée, il faut débourser l'argent parce que cette mémoire va être perdue? Ou est-ce qu'on débourse l'argent pour créer des super musées, super cool, dynamiques, avec des objets du Titanic? T'as vraiment une balance à ce niveau-là, je trouve. Il faut se poser la question aussi, j'imagine, de... est-ce que le Titanic est vraiment insolite? Est-ce que y a rien qui pourrait nous donner des informations autre part sur la vie sur un bateau comme ça, parce que comme tu disais au début, les autres bateaux ont été recyclés pour être utilisés pendant la guerre. Je sais pas à quel point tout a été enlevé, ou est-ce qu'ils ont gardé certains décors. Il devait y avoir plein de trucs qui étaient complètement inutiles pendant une guerre, quoi. Modifiés, utilisés, ouais. Donc si sur le Titanic est complètement irremplaçable, là je verserais plutôt vers si c'est des informations qu'on trouve nulle part d'autre, pourquoi pas. Mais par contre, si on a déjà ou par l'écrit ou par des photos antécédentes, enfin je sais pas du tout si à l'époque il devait y avoir des dessins ou des croquis ou des trucs. Non, je suis assez d'accord, mais je pense qu'il y a un peu cette frustration et cette obsession qu'on retrouve dans les métiers du patrimoine. Quand on a à cœur l'histoire, on a un petit peu une collectionnite compulsive de tout ce qui doit exister. J'en ai déjà parlé il y a quelques temps, j'adore cette photo où t'as plein de casques hoplites, je pense, donc et ils sont tous différents, et en fait l'accumulation de tous ces casques qui doivent être quand même plutôt moins, ça donne une information sur ils sont pas tous pareils, il y a pas un seul fournisseur, c'est pas l'industrie, donc c'est intéressant d'avoir de la masse pour comparer. Le truc avec le Titanic, c'est qu'on se retrouve avec plein de masses où c'est intéressant s'il y a des objets perdus, par exemple, parce que tu en auras toujours un pour remplacer. Mais il y a un moment, quand tu as une pile de 100 assiettes en porcelaine, c'est une pile de 100 assiettes en porcelaine. Et une seule suffit à témoigner de l'émotion du voyage à bord du Titanic, quoi. Donc, l'accumulation, là, elle est peut-être un petit peu
illusoire, quoi. Parce qu'en plus, aujourd'hui, avec les moyens de conservation qu'on a, alors, faut pas dire aujourd'hui, parce qu'on croit toujours qu'on est au top de la technologie et tout peut disparaître. Mais les pièces qu'on a aujourd'hui du Titanic, il y a plus de chances, je pense, qu'elles survivent un petit peu plus longtemps, on va dire, que des pièces qui auraient pu être récupérées il y a des siècles, quoi. Pour en revenir à cette histoire des survivants qui n'ont jamais voulu beaucoup parler, ou enfin, je dis pas jamais, mais pour la plupart d'entre eux n'ont pas voulu en parler. Ça, c'est intéressant aussi à prendre en considération, parce que du coup, ça veut dire que il y a quand même beaucoup d'informations qui ont été perdues, et aussi c'est des histoires de guerre qui ont fait qu'on a mis le focus sur autre chose, quoi. Qu'on s'est concentré sur des événements plus pressants, disons. Et du coup, il y a quand même, je sais pas à quel point il y a eu des récits ou des écrits ou de personnes survivantes. Il y en a pas mal, honnêtement, mais en fait, c'est marrant que tu parles de ça, parce que je trouve que on peut vachement comparer ça à la quantité d'objets sauvegardés. Ouais. C'est-à-dire que le témoignage a aussi ses limites, en fait. Il y a un moment où on a déjà, entre guillemets, tout dit, où on veut plus en dire, où on va déformer aussi les récits, et c'est plus vraiment utile de pousser la parole, quoi. De pousser à parler. Non, mais est-ce que la parole qui est déjà là, est-ce que c'est suffisant ? Ben, c'est que finalement, on peut pas non plus on saura jamais, et faut se contenter de ce qui a été témoigné. C'est dans ce sens-là que je veux dire. D'accord, je comprends. Et tu vois, tous les objets qu'on a extraits du Titanic, quelque part, ils devraient suffire. Déjà. Et en fait, on a un peu ce truc de non, ça suffit pas, il faut continuer, il faut encore plus. Et est-ce que c'est vraiment ça qui va apporter à la mémoire, au souvenir, ou est-ce que c'est, par exemple, appliquer dans notre quotidien, enfin tirer un enseignement, n'est-ce pas? Quand on voit comme certaines situations peuvent être gérées encore aujourd'hui, on voit que finalement l'enseignement est pas toujours là. Donc le témoignage, pleurer les victimes, ok, mais est-ce que ça apporte à ces victimes, surtout quand les familles ont disparu, de les pleurer, d'être ému par leur histoire? Je suis pas sûre. Ce qui est intéressant, quand les proches ont disparu, c'est surtout de ressortir grandi et éduqué de cette histoire, en fait, quand t'as plus d'affect. Après, c'est très personnel, je pense, à chacun, mais... Ouais. Moi, j'ai oublié ce que je venais de... Ouais, bonjour à la mémoire en passoire. Comme le Titanic. Et j'avais vu, tu sais, donc j'avais vu l'expo en... Je crois que j'avais dit... tu m'avais dit, alors... Quand c'était, je crois que c'était en 2013. Ça veut dire qu'on était déjà en 3e année de restauration. Écoute, c'était... justement, on en revient à ce sujet-là de... C'est quoi un témoignage et qu'est-ce que t'en tires, en fait, finalement? Qu'est-ce qui est important dans ce qui est raconté et dans l'objet? Je suppose donc que cette expo, qui était une expo itinérante énorme, type du style Toutankhamon, je suppose que c'était donc un travail de première exhibition, anciennement Titanic Ventures et RMS. C'était en effet donc très spectaculaire, tu vois. Et tout était très lissé, très propre, et tout était reconstruit avec je crois qu'il y avait le Grand Staircase, donc le grand escalier d'honneur. T'avais une chambre, une chambre de la première classe et une chambre de la 3e classe qui étaient reconstituées, donc avec du mobilier moderne, du coup. Et puis des vitrines avec des objets donc récupérés lors des fouilles. Et tu vois, c'est triste, et je vais l'admettre en tant que conservatrice, restauratrice, passionnée d'histoire, et je considère être quelqu'un de relativement, même hypersensible, disons-le. Le seul souvenir que j'ai de cette exposition, c'est un show. Ouais. C'est tout. Très honnêtement, j'ai peut-être été émue, hein. Je pense que je l'ai été me connaissant. J'ai aucun souvenir. Aucun d'émotion. Alors qu'en plus, on te file un ticket au départ, donc chaque billet d'entrée est personnalisé, ça ressemble pas du tout à un petit billet, ça ressemble vraiment à une carte. Et dessus, en fait, t'as un voyageur avec sa photo, son nom, enfin sa photo s'il en a, mais son nom, s'il est immigrant, quel est son rôle à bord, son âge, etc. Donc qui ressemblaient vraiment au vrai billet donc du Titanic. Et à la fin de toute la visite, on t'invite à regarder sur un grand mur si, entre guillemets, tu as survécu. D'après ton billet... Ah, c'est dégueulasse. Ça, je trouve ça dégueulasse. Moi, je suis assez d'accord. Et c'est intéressant que tu aies cette réaction, parce qu'en fait, je suis en train de me souvenir du coup de la réaction que j'ai eue. Oui, je pense que j'ai été émue, mais finalement, j'ai eu plutôt un côté un peu dégoûté
C'est-à-dire que oui, j'ai vu des très belles choses, waouh, un beau paquebot luxueux à l'époque, c'est la belle époque, ça fait souvent rêver, tu sais, t'as des belles verrières. Au final, qu'est-ce qui reste juste de mon souvenir de cette expo? Un peu dégoûté en fait. Qu'est-ce que j'ai appris? Rien. Et en plus, je reste avec un sentiment un peu voyeuriste. Oui, parce que ça te J'étais met pas émue. carrément dans les bottes de... c'est comme si tu étais une vraie personne qui était à bord, À Auschwitz, je sais pas. Alors si ça se trouve, ça se fait et j'espère très sincèrement que non. Non. Personnellement, je trouverais ça pas du tout éthique. Après, j'ai entendu, moi je suis jamais allée non plus sur... alors je suis allée sur un camp vers Valenciennes. J'ai entendu aussi qu'il y a des trucs qui sont parfois un petit peu bizarres, tu sais, genre la station pique-nique à côté, enfin c'est toujours... T'as un contraste. Oui, c'est sûr. Après, j'ai envie de dire, c'est la vie aussi. On est vivant, voilà. On vient avec notre joie aussi, j'espère. Mais qu'est-ce qu'on en dirait si c'était ton billet avec une vraie personne de jeu. Oui, c'est ça, c'est... du fait que ils te mettent dans les bottes d'un vrai personnage à bord, genre comme si c'était une des personnes qui était réellement sur les listes et ils en font un espèce de jeu, quoi. C'est ça. T'as chance de survivre et de tel, et en fait... Tu vois la série Black Mirror, donc pour ceux qui connaissent pas, qui traitent de pas mal de sujets comme ça, avec le numérique et tout, le monde virtuel. En fait, j'avais presque l'impression d'être dans un épisode glauque de Black Mirror, où en fait ça aurait été presque intelligent, bien que très glauque, que ce soit une façon de nous foutre une grande claque. Oui. En mode vous êtes des gros voyeuristes. Et là, quelque part, j'en tire une forme d'enseignement. Moi, à la fin, j'étais gênée et limite, en fait, ça m'a tiré c'est l'enseignement que j'en tire, c'est en fait, voilà, qu'est-ce que c'est la mémoire? De quel type d'objet on a besoin pour faire vivre la mémoire? Est-ce que j'ai besoin de ça ou pas pour penser à des personnes disparues dans des conditions traumatiques? Sauf que malheureusement, c'est pas du tout l'objectif de la compagnie. Je doute très fortement que leur objectif, ce soit de se dire, vous êtes des gros dégueulasses d'avoir payé notre billet 30 balles pour, tu vas regarder de la porcelaine. Bizarre. Je me demande aussi, par exemple, s'ils descendaient dans l'épave, là, avec une caméra de bonne qualité, est-ce que ça pourrait, entre guillemets, combler... J'imagine que c'est dans les projets, je suppose. Je trouve que ça serait pertinent de filmer, en fait. Je serais pas étonnée qu'ils en fassent de la réalité augmentée. Il y a eu ça à l'expo Pompéi. Oui. Qui, quelque part, rappelle un petit peu ça, d'ailleurs. Très voyeuriste, ça. T'as aussi intéressant. Ouais, et je viens de réaliser que je m'en suis même pas rendu compte lors de la visite, parce que c'était tellement juste en mode wouhou, tu vois, genre, enfin, moi j'ai eu ce sentiment de, il y a de la poussière, des cailloux, oh là là, j'ai eu un petit peu peur, ça a tremblé. Que limite j'en suis ressortie comme si je venais de faire un grand 8 à Disney, quoi. Et j'avoue que j'ai pas trop eu le côté émouvant. J'avais pas du tout aimé cette expo, d'ailleurs. Ah, d'accord. Tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu, mais... Il y avait aucune... Tu vois, je me serais jamais posé cette question pour Pompéi. Ouais, c'est horrible. Parce que c'est plus loin. Parce que c'est plus loin. Parce que c'est plus loin. Donc encore une fois, on en revient à qu'est-ce qu'un objet raconte. Qu'est-ce que l'émotion, comment évoquer l'émotion. Je trouve que le film Titanic... Ok, il nous utilise, il nous prend par les sentiments avec le beau Jack et la jolie Rose, mais mine de rien, moi je trouve que je suis plus émue et je comprends mieux la souffrance possible. Je comprends des personnes qui ont sombré grâce au film en fait. Ça me fait plus réfléchir qu'une expo. C'est pas l'objet qui... Je pense que ça tire plus sur une corde sensible tu te mets à la place d'eux beaucoup plus facilement qu'en regardant de la vaisselle. Il y a des salles qui sont encore bloquées et c'est vrai que moi, pour le coup, donc je change d'avis là-dessus, je me dis c'est vrai qu'on a envie d'ouvrir ces salles. Et je me poserais presque la question de est-ce que, pour la science, on ne devrait pas ouvrir ces pièces? Et je crois que c'est Ballard qui dit ça, mais c'est réfuté par les chercheurs qui dit « Je suis sûr », Ballard dit « Je suis sûr qu'il y a des pièces encore fermées où il y a des corps et on pourrait trouver justement des restes organiques comme des cheveux ou des dents. » Les scientifiques disent « C'est impossible d'un point de vue de la matière organique. » Par contre, c'est vrai que là, on pourrait se dire peut-être que ouvrir certaines pièces apporterait une compréhension supplémentaire. Quand tu vois que par exemple la White Star a caché a priori des informations, on savait pas exactement quelles étaient les causes de dégradation du Titanic, de naufrage, tu dis peut-être qu'on a rien que pour justement peut-être le respect des familles des victimes, on trouverait peut-être des informations liées au naufrage, des choses cachées. Ça pourrait être peut-être intéressant. Oui, effectivement, ça peut être intéressant. Pour le récit, pour la vérité historique, ça pourrait être intéressant. Je sais pas, ça paraît bizarre. En fait, c'est complètement autre chose que de la conservation de tableaux ou de papier. Rien à voir. Donc, mais j'imagine que ça pourrait être similaire à du micro-prélèvement, tu vois.
que ça détruit genre Ouais, je suis d'accord. Une toute petite partie minuscule du tableau, mais pour avoir plus d'informations sur le reste de l'œuvre. Je suis d'accord. Moi, je serais assez partisane, en fait. En fait, de toute façon, on revient à, je le dis pour les personnes qui écoutent le podcast qui sont pas dans notre domaine professionnel, on en revient à cette histoire de valeur. T'as la valeur technique de l'objet. C'est quoi? C'est de l'acier. Il est construit comment? Bah, on est bien content qu'ils aient fait un prélèvement. Ils disent que ça faisait la taille d'une cigarette. Je sens que c'est les années 80. Aujourd'hui, on compare pas ça à une cigarette. En tout cas, ça faisait donc, le prélèvement de la proue faisait la taille d'une cigarette. Et on est super content de savoir de quoi était constitué cet acier de l'époque. Alors après, il y avait peut-être d'autres façons de trouver un bout d'acier de cette époque sur un autre bâtiment. Je sais pas en quoi est faite la Tour Eiffel, mais voilà, ce genre de choses. Mais donc t'as le point de vue voilà matériel. Donc on t'apprend des choses sur cette époque, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que garder des assiettes en porcelaine, ça t'apprend quelque chose? Pas vraiment. T'as la valeur émotionnelle, donc ce que ça raconte, ce que ça évoque des victimes, leur mémoire, garder le site tel quel ou pas. Et puis t'as la valeur au moins historique et informative. Et pour moi, c'est cette valeur qui est la plus intéressante aujourd'hui. Parce que pour moi, la valeur, avec la valeur matérielle aussi, c'est ce qui va te préciser l'événement historique. Et j'ai l'impression de me répéter, mais c'est ce qui va te rapporter donc des infos qu'on n'a peut-être pas encore à ce jour et qui n'étaient pas écrites, en fait. Oh, j'ai faim. Mais pour en revenir à ces assiettes en porcelaine, ouais. Si ça se trouve, il y a plein d'informations, par exemple la manufacture. Est-ce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent pour faire ça? Est-ce qu'ils ont pu lancer une nouvelle série de trucs? Tu vois que c'est le prestige. Ou est-ce que justement pour raisons financières, ils ont coupé les coûts sur la porcelaine? Comme l'acier. C'est de la porcelaine de merde. Et, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Oui, c'est intéressant. Il peut y avoir plein de petits trucs. Mais pour moi, c'est dans cet esprit que doivent être prélevés des objets, en fait. Et je suis d'accord avec toi. Moi, je serais assez partisane de faire des micro-prélèvements le plus possible. Et j'avoue que, unpopular opinion, mais pour des conservateurs restaurateurs, on pourrait être vus comme des gros puristes, mais je me dis que si le bateau est vraiment voué à dégrader d'un coup dans 50 ans max, j'aurais tendance à dire de pas partir de ce principe pour vite tout récupérer. Parce qu'en fait, le risque, c'est que si on se dépêche, et qu'en fait, cette estimation est complètement pétée, ce qui est possible, ben on va être un peu dégoûté d'avoir abîmé des choses, alors qu'en fait le truc il tient encore 200 ans et que potentiellement la science peut encore évoluer et nous permettre de sauvegarder ou de figer, c'est possible. Mais en tout cas c'est un pari, c'est un coup de poker. Moi je me dis que si le navire l'épave doit vraiment disparaître dans 50 ans, je serais prête à casser certaines choses en fait, tu vois. Alors pas les casser comme un bourrin, tu vois, mais essayer de scier très proprement à des jointures pour accéder à des zones encore non renseignées. Et apparemment, je crois que c'était une vidéo où je crois qu'il y a une des expéditions, je sais plus laquelle, il y en a eu plein, qui a fait tomber un morceau de cloison d'une pièce, et on aperçoit depuis tous les sacs de télégrammes dans la cabine. Alors on en revient à ma vidéo, donc je peux pas la spoiler sur est-ce que le papier peut survivre sous l'océan. Mais il y a quand même des sacs avec de la documentation. Et tu vois là, c'est des éléments où je me dis ça c'est inédit, ça c'est tu peux pas l'inventer. C'est ça. Et non mais c'est surtout c'est unique, donc tu vas pas en trouver autre part. Non. Et puis le contenu informatif, on a encore une autre valeur, c'est le contenu carrément qui est écrit, qui est même pas interprétable, c'est écrit noir sur blanc. Enfin, c'est interprétable aussi, mais. Et tu sais, t'avais eu Nota Bene a fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs sur sa chaîne, je crois Nota Bonus. Oui, c'est ça, sur la bonus. Une vidéo sur une lettre qui aurait été découverte dans une bouteille à la mer, lancée par une gamine, je crois que c'est une jeune fille. Avant le naufrage, au moment du naufrage, en mode je pense bien à vous, je crois que c'est un truc comme ça. Et bon, en l'occurrence c'est un fake, évidemment, mais c'est un hoax. Mais t'imagines des télégrammes avec du texte écrit, sachant qu'on a trouvé 73 ans plus tard donc des documents imprimés, etc. Ouais, tu l'avais vu ça? Voilà, je le spoil pas encore parce que j'ai les explications qui viennent derrière, mais oui, on a trouvé du papier écrit. Donc t'imagines, dans le sac de courrier, c'est vrai que s'il y a des télégrammes qui expliquent, j'en sais rien moi, le capitaine Smith a assassiné, tu vois, c'est Cluedo, j'en sais rien, non mais c'est vrai que ça laisse libre cours au fantasme, quoi. Voilà.
As we live a life of ease, every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. We all live. Pour information, le podcast est à présent disponible sur Spotify, mais vous pouvez toujours nous écouter sur YouTube afin d'interagir dans les commentaires. Si vous appréciez le podcast Art Hacker, n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon, ça permettra par exemple d'acheter un deuxième micro afin d'avoir une qualité son optimale pour les deux voix. Un grand merci de votre écoute et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode.